Rebonjour et re-bienvenue à tous pour cette nouvelle émission du CX Summit Eloquent. Cet atelier va être dédié à l'intelligence artificielle et cette fois, la thématique est très simple, l'IA au service client, la vérité sur cette collègue qui ne prend jamais de pause. Alors pour cela, j'ai deux invités. Alors tout d'abord François, est-ce que tu peux te présenter ? Donc François Joandès, senior manager au sein du cabinet PwC. Alors rapidement, PwC, c'est 150 consultants dédiés aux problématiques, à l'accompagnement des directeurs relations clients et marketing et 10 000 consultants dans le monde qui viennent supporter. Voilà, on est tout un réseau et ça fait plus de 10 ans que je travaille dans ce domaine. D'accord. Et j'aurai avec moi aussi Tanguy Vincent. Oui, bonjour Frédéric. Donc Tanguy Vincent, je travaille chez AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, caisse d'assurance qui propose des solutions de santé, de prévoyance, de retraite et d'épargne. Et au sein d'AG2R La Mondiale, à la direction des systèmes d'information, je m'occupe de la prospective relation client, donc de la dynamique d'innovation au sein du socle engagement client qui fournit les solutions de relations clients. Et puis aussi à titre personnel, j'anime un podcast parce que c'est ma passion, les chatbots, et donc c'est .bot, P-O-I-N-T-B-O-T, il faut bien chercher comme ça, .bot, le podcast des solutions conversationnelles. Ouais, d'ailleurs même tu as commencé à faire des vidéos puisque tu as utilisé une partie d'intelligence artificielle pour faire de la transcription, on te voit aussi sur les vidéos, tu le relais sur LinkedIn et dernièrement il y avait le dernier podcast ou l'avant-dernier qui était sur pourquoi il faut être poli avec les bots, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a eu un épisode où on a travaillé sur la politesse parce qu'on se dit que finalement une machine, on n'a pas besoin d'être poli avec une machine, ça ne sert strictement à rien. Eh bien si, c'est bien mieux d'être poli dans le cadre de ce qu'on échange avec une solution conversationnelle. Eh bien pourquoi ? Parce qu'il apparaît qu'elles sont entraînées d'une manière telle qu'elles peuvent mieux comprendre les nuances d'une phrase qui est nuancée et exprimée de manière polie. Et accessoirement, ça vous met aussi vous dans une dynamique positive d'échange. Donc quand on fait un prompt à ChatGPT ou une autre IA, il faut dire s'il te plaît, est-ce que tu préfères cela et ça donnera une meilleure réponse que allez vas-y fonce. Absolument, c'est ça. Et d'abord, à un moment, je me suis amusé. C'était un deuxième épisode où j'avais fait le test, où j'avais dit à ChatGPT merci beaucoup. Il m'a répondu de rien avec plaisir. Je lui ai dit mais tu n'éprouves quand même pas de plaisir, t'es une machine, tu me prends pour un fou. Et là, il explique un peu qu'en fait, c'est un peu une norme sociale qu'il reproduit en disant avec plaisir, parce que ça, c'est une norme sociale qui véhicule le message je veux te servir et d'essayer de faire au mieux. Donc c'est assez intéressant voilà. Et ça peut être appliqué partout. Maintenant, si on refait un focus sur l'IA dans la relation client, alors François, vous avez mené une étude sur l'IA dans la relation client. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques-unes des informations clés de cette étude et qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Oui, très bien. Alors on va se prendre 4 enseignements parce que c'est une étude assez riche, mais si on en retient 4, il y a déjà pourquoi on met l'IA générative dans notre domaine de la relation client marketing. Ouais. Alors la première chose, c'est pas parce qu'il faut faire de l'IA ou il faut être innovant. La première chose, c'est parce qu'on a des objectifs et l'IA générative va servir ces objectifs. Et la première raison, c'est déjà l'efficacité opérationnelle. Et ensuite, derrière l'efficacité opérationnelle, parfois c'est un peu plus précis, c'est il faut réduire nos coûts. Et l'IA générative peut nous aider à ça. Et bien sûr, ça peut être aussi un levier pour améliorer la satisfaction client. Donc la raison de mettre de l'IA générative, c'est pas pour être en avance sur les autres, c'est surtout pour servir et accélérer des objectifs business. Le deuxième enseignement, c'est est-ce que finalement beaucoup d'entreprises ont implémenté l'IA générative ? Ouais. Alors, on ne va pas être surpris de savoir que non, il n'y en a pas énormément qui ont implémenté l'IA générative. Il y en a un certain nombre qui sont en cours d'expérimentation ou qui commencent même à passer à l'échelle. Or, ce qui est plus surprenant, c'est le nombre d'entreprises à l'époque où on a réalisé l'étude, donc c'était au début de l'année, qui nous disent c'est pas un sujet. Ah oui. Et quand on voit les bénéfices, et avant c'était on estime des bénéfices, maintenant on est capable de dire on a des ROI qui sont factuels, et on est un peu quand même surpris de cette prise de conscience. Alors ça peut s'expliquer par la partie économique, la conscience écologique, on y reviendra, par le portage aussi, par la direction, parce que on a fait une étude chez PwC, la PwC CEO Survey. On se rend compte que autant les directions sont très preneuses de s'appuyer sur l'IA générative, autant on se rend compte que les directions générales sont très prudentes en France par rapport au monde entier, relativement aux autres. Donc il y a peut-être aussi ce manque de portage, et on le voit d'ailleurs dans le reste de l'étude. Et c'est vraiment prégnant, c'est quoi ? C'est 10%, 20% de gens qui disent non, c'est pas un sujet ? À l'époque de l'étude, on était à peu près autour des 30%, des répondants. Donc c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a quasiment une entreprise sur 3 à l'époque qui dit non, moi j'ai...
c'est un peu l'idée qu'on voit l'image où on a une roue carrée et puis quelqu'un qui est à côté qui dit moi j'ai une roue ronde, ça va peut-être pouvoir vous aider à avancer, quoi. Et il dit non, on ne veut pas y aller. Là c'est un peu cette idée-là, c'est de dire bon, c'est quelque chose qui est nouveau, les technologies vont tellement vite, on a déjà suffisamment à prendre en compte, on verra plus tard. Et en fait, c'est cette difficulté à essayer de garder un esprit ouvert sur une nouvelle technologie. On nous a parlé il n'y a pas si longtemps que ça du métaverse qui a fait un flop terrible et c'était pas finalement si révolutionnaire d'un point de vue en tout cas business. Et donc peut-être voilà, il y a eu des personnes qui ont été un peu échaudées, voilà. Donc, mais je pense que ces statistiques ont changé. Maintenant, on a des vrais retours d'expérience qui montrent qu'il y a des impacts énormes. Les éditeurs comme Eloquent arrivent avec des fonctionnalités un peu clés en main. Et donc, on peut beaucoup plus facilement aujourd'hui intégrer l'IA générative. Ça va quand c'est intégré dans les outils et qu'il n'y a pas un effort à faire, c'est beaucoup plus simple. Oui, exactement. Alors, c'est quoi le troisième enseignement? Alors, le troisième enseignement, c'est les cas d'usage. Alors, on va revenir un peu dans le détail de ces cas d'usage peut-être après, mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'on a des cas d'usage vraiment sur comment on peut aider à générer plus de contenu, en fait, nous aider à accélérer. Et ça, on va revenir dans le détail juste après. Et le quatrième enseignement, c'est finalement, c'est quoi les principales difficultés qu'ils vont rencontrer ceux qui l'ont mise. Alors, on le voit sur les slides, en fait, plus on devient mature, plus on gère les risques. Donc ça, c'est intéressant, c'est pas forcément choquant. Il y a deux risques, par contre, qui ont un peu l'effet inverse. C'est-à-dire, on devient mature, on gère, et en fait, plus on avance, on se rend compte, c'est pas si facile que ça. Et donc, il y en a un, c'est les compétences. On se rend compte que, en fait, ok, on comprend de mieux en mieux ce que l'IA générative peut faire, comment on l'implémente, comment on la manœuvre, mais en fait, on se rend compte que, une fois que l'éditeur ne peut pas accompagner toute sa vie son client, les consultants, c'est pareil, on peut pas les avoir ad vitam aeternam chez nous, et comment on maintient ces technologies, et on se rend compte que c'est pas si simple. Donc il faut faire monter en compétence l'entreprise sur ces sujets. Et l'autre point, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le portage de la direction. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait des POC, on se rend compte de ce qui marche pas pour nous, enfin ce qui marche et ce qui marche pas pour nous, et c'est pas toujours évident. En fait, on se rend compte d'aller réussir à convaincre la direction qu'il faut y aller, qu'il faut accélérer. On discutait d'ailleurs tout à l'heure avec Tanguy. C'est pas si simple de, même quand on est convaincu qu'il y a de la valeur, de dire allez, on y va. Il y a toujours des... Alors c'est quoi? Quel est le levier? Qu'est-ce qui va faire que les entreprises vont bouger? Comment tu fais pour convaincre? Allez, on va dégager du budget, on va prendre du temps. Alors, je pense que là, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Il y a le management qui est important. Il faut un leader manager qui puisse porter ce sujet-là. Un directeur ou un manager? De niveau directeur. Ça doit être porté par la direction, ça doit être porté proche du COMEX, je pense, pour qu'on avance vraiment là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de prérequis de sécurité qui doivent être mis en place. Et chez nous, ça a été vraiment une étape importante de commencer par mettre en place des solutions avec tout l'environnement de sécurité et de sécurisation qu'il faut, parce que pour donner une véritable valeur ajoutée à des analyses avec de l'intelligence artificielle générative, il faut y mettre de la donnée personnelle. Un petit peu, on ne va pas analyser anonymement toutes les choses. Quand on fait un résumé d'une conversation, il y a de la donnée personnelle dedans. Voilà, donc il faut pouvoir caviarder, nettoyer tout ça, et vraiment c'est quelque chose qui est important chez nous. D'accord. Alors si on revient maintenant à l'étude, tu nous as parlé que les cas d'usage sont importants. Est-ce que tu pourrais nous partager un ou deux cas d'usage qui ont prouvé justement cet aspect héroïque, qui vont dire ok, je peux y aller et c'est quelque chose de pertinent pour moi? Alors j'ai une feuille, j'aurais peut-être l'envoyer, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais en gros, on a identifié les cas d'usage, tous les cas d'usage possibles, et en fait, dans tous ces cas d'usage, on se dit, mais en fait, c'est lesquels qui ont vraiment de la valeur et sur lesquels on va. Et puis, il y a une question de valeur, et puis il y a une question aussi de maturité, et surtout dans le domaine de la relation client, c'est beaucoup accompagné par les éditeurs, c'est normal, ils sont quand même en avance sur ce sujet, et ils ont une capacité de frappe qui est plus importante que parfois des DSI qui ont déjà beaucoup de sujets à traiter. Et donc il y a des cas d'usage qui sont à la fois, qui ont beaucoup de valeur et qui sont à la fois matures, qui peuvent être implémentés. Donc c'est quoi? Ça va dépendre à différents moments d'interaction. Il y a déjà en self-service, il y a le chatbot qui s'appuie sur la GenAI, il y a le callbot, voicebot aussi pour traiter en langage naturel les problématiques des clients. Et si jamais le self-service n'a pas fonctionné, avant de passer à l'agent, l'IA générative peut aussi arriver pour aider à mieux comprendre l'intention. Et en général, il n'y a pas qu'une intention, il y a souvent plusieurs intentions. Donc déjà, quelles sont les intentions, contextualiser la question et router vers le bon conseiller. Donc déjà, le conseiller, il sait pourquoi on l'appelle, il sait il y a un certain nombre d'informations qu'il n'a pas besoin de demander au client. Et en général, c'est le bon conseiller par rapport à la demande du client.
Et ensuite, il y a des cas d'usage liés à la gestion de l'interaction. Oui. Ça va être suggestion de réponse, suggestion de quelles sont les actions à mener. Il y a tout ce qui va être autocomplétion du case. Par exemple, avec la discussion, l'IA générative est capable de comprendre de quoi parle le client et de remplir automatiquement l'outil. Il va y avoir tout ce qui va être automatisation. Donc, c'est ce qu'on appelle en ce moment, c'est presque tendance, mais c'est les agents d'agents. C'est-à-dire, il y a une première IA qui va qui va solliciter une autre IA pour dire bon bah là le client il veut déménager, donc il faut que tu lances le processus de déménagement. Voilà. Et donc le conseiller a pu faire cette étape-là. En tout cas, c'est quasi automatisé. Voilà. Donc ça, c'est les cas d'usage qu'on met en place chez nos clients aujourd'hui. Et puis après, il y a le post-contact où il y a le fameux wrap-up time qui est toujours trop important. Et donc là, l'IA générative va permettre de aider à synthétiser et la synthèse. Exactement. Et puis il y a un cas d'usage qui nous a un peu surpris, mais qui intéresse beaucoup de nos clients. Enfin, en tout cas, on l'avait pas anticipé. C'est comment on utilise l'IA générative pour alimenter la FAQ, la base de connaissances, pardon. D'accord. Donc c'est comment, en regardant tous les cas réussis sur une thématique qui n'est pas présente dans la base de connaissances, comment on utilise l'IA générative pour créer un article qui peut être utile à tous, à la fois aux conseillers et aux clients. Et puis enfin, il y a comment j'utilise l'IA générative pour mieux piloter mon service client. Et donc il y a l'analyse des verbatim, comme vous faites chez Loquant par exemple, mais il y a aussi tout ce qui va être quality monitoring, comment j'arrive à analyser l'ensemble de mes appels, comment je génère automatiquement des recommandations à mes conseillers. Donc ça, c'est des solutions aujourd'hui qui sont mises en place. Et comment aussi j'arrive à interagir avec mes dashboards. Aujourd'hui, on a des dashboards, ça reste à l'humain de l'interpréter. Aujourd'hui, l'IA générative peut très bien générer cette interprétation et puis surtout, on peut converser avec l'IA générative pour essayer de mieux comprendre les données qui sont. Voilà. Ça, parmi tous les cas d'usage qu'on peut imaginer, c'est un peu ceux-là sur lesquels aujourd'hui on travaille. D'accord. Et je crois de manière pratique, vous avez donc mis en place chez vos clients des projets d'IA générative. Il y en a qui ont réussi à générer jusqu'à 20% d'efficacité, hein, c'est ça? En fait, 20%, c'est le début. C'est-à-dire qu'on commence à mettre en place un projet avec un business case qui a été construit qui est assez optimiste en général, et au début quand on le met en place, on dit 20%, bon bah c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'on cherchait. Et en fait, voilà, c'est un peu comme tous les projets, on lance assez vite, on ajuste, on essaie de comprendre pourquoi on n'a que 20%, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc on améliore le paramétrage de l'IA générative, de la technologie, et puis après 20, on passe à 40, à 60, et sur certains cas d'usage, il y a des traitements de dossiers qui, pour 80%, sont quasi automatisés. Ouais. Et ça, c'était le conseiller augmenté, hein, c'est ça? Ça, c'est surtout, c'est le cas d'usage qu'on déploie le plus, c'est comment on accompagne le conseiller à être plus efficace. Ouais. Et le deuxième cas d'usage, c'est donc cet aspect transcription des appels, résumé. Et là, en fait, est-ce que ça fonctionne bien? Parce qu'on peut se dire, non, mais un résumé fait par l'IA, c'est moins efficace qu'un résumé que j'ai fait moi. Est-ce qu'il y a quand même une acceptation du contenu du résumé par les conseillers lorsque c'est fait en automatique? Alors, il y a plusieurs choses. D'une, c'est pas forcément la tâche qu'on accepte le plus. En général, tous les jeunes chefs de projet, on leur demande de taper des comptes rendus. Tout le monde sait que c'est hyper utile. C'est pas forcément ce qu'on adore faire. On a envie que les choses avancent. Et puis, il faut aussi se dire que l'IA, alors oui, il y a des biais, il y a des choses qu'elle va interpréter, mais pas forcément plus mal qu'un conseiller ou qu'un n'importe qui. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire qu'il faut pas forcément chercher la perfection. Mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'avec l'IA, déjà, on a une structure, une synthèse qui va être déjà structurée, qui va être plus facile à interpréter, qui va être homogène entre tous les conseillers. Et puis, au moins, on va pouvoir plus facilement suivre les différentes étapes du traitement de la demande. On avait un client qui nous avait justement souhaité sur ce cas d'usage parce que toutes les personnes qui traitaient une demande pouvaient s'exprimer différemment sur un même sujet. Donc, ils utilisaient des acronymes, ils avaient une façon de s'exprimer pour traiter un problème qui n'était pas forcément compréhensible par un autre conseiller, un autre de leurs collègues. Donc, le traitement était toujours un peu plus laborieux. Alors, au moins, avec l'IA générative, la façon dont sont rédigées les synthèses de dossiers sont toujours les mêmes. Et donc, pour le conseiller qui va reprendre le dossier, au moins, il sait, la lecture et la préparation du traitement du dossier est toujours plus rapide. Ouais. Il y avait un deuxième cas d'usage dont on a évoqué lors de la préparation, c'est l'analyse des verbatim avec l'IA générative. D'ailleurs, on pourra après passer en pratique avec Tanguy qui nous fera un retour d'expérience. Mais donc, parlez-moi un petit peu de l'intérêt et ce que vous mettez en place chez vos clients sur cette partie justement analyse des verbatim. Quel est l'intérêt de cette IA générative versus une IA classique? Et après, Tanguy complétera. Une IA classique qui fait déjà un travail intéressant, c'est qu'il y a quand même un effort manuel qui est assez important. C'est-à-dire qu'il faut lui expliquer quel groupe de mots, quel phrasé il faut repérer. Et en général, ça va vraiment s'arrêter à ce qu'on va lui indiquer.
l'IA générative, elle va réussir à comprendre les différentes nuances que l'on a pour s'exprimer sur un même sujet. Donc déjà, ça c'est très fort, c'est-à-dire que si 5 personnes vont s'exprimer différemment sur un sujet, ben, si je lui ai appris à comprendre l'une des phrases, ben, les 5 suivantes, elle va faire le rapprochement toute seule. Donc ça, c'est super. Donc elle va être beaucoup plus efficace à thématiser les différentes raisons pour lesquelles les clients s'expriment. Enfin, voilà, quels sont leurs différents problèmes, leurs motifs de contact. Et l'autre chose, c'est que beaucoup de clients, et d'ailleurs moi le premier, hein, quand je réponds à une enquête, parfois je leur dis, mais voilà comment j'aurais pris les choses, voilà comment j'aurais amélioré. Enfin, j'ai eu un problème, je pense que vous devriez faire ça. C'est pas, voilà, on retrouve assez facilement ce genre de verbatim. Et ben l'IA générative, elle va pouvoir extraire, identifier ces recommandations, en extraire la synthèse et se dire, vos clients sur cette thématique-là, ils vous recommandent d'eux. Et c'est génial parce que finalement, voilà, on fait tous des focus group, on interviewe des clients pour essayer de comprendre, mais voilà, vous n'êtes pas satisfait, mais pouvez nous dire pourquoi? En fait, dans les verbatims, ils nous le disent. Donc, pouvoir l'extraire, c'est génial, c'est très puissant. Et puis au moins, ça nous permet d'accélérer au pire la partie amélioration continue. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA. Donc il y a vraiment un vrai bénéfice à utiliser l'IA générative sur l'interprétation des verbatims clients. Et là, ça donne un vrai gain de temps chez les clients ou c'est plutôt une gain de connaissances? C'est un gain de temps. En fait, c'est surtout la façon dont le travail est réparti. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup de personnes qui étaient dédiées à essayer de catégoriser, comprendre ce que les clients voulaient dire, mais pas forcément l'analyser ou travailler sur les plans d'action. Aujourd'hui, ils vont beaucoup plus rapidement sur c'est quoi les sujets sur lesquels les clients se questionnent. Et donc, le temps qui était passé à la catégorisation, en fait, il est plutôt passé à l'analyse. Parce qu'avant, on n'avait pas le temps, on moyennise, qu'on disait, surtout nos clients, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors que maintenant, comme c'est informatisé, c'est structuré, on peut dire, attends, ok, tout le monde dit ça, mais qu'est-ce que disent nos clients VIP? Qu'est-ce que disent nos clients qui sont en Bretagne? Et donc on peut déjà démoyenniser, et puis on va passer beaucoup plus de temps sur l'analyse. Donc c'est plus la répartition des tâches, et je pense que la vraie valeur ajoutée, c'est donc du coup sur la façon qu'on va alimenter le process de décision. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des décisions qui vont être beaucoup plus fiables par rapport à la façon dont on fonctionnait avant. Alors on va passer maintenant au concret. Alors Tanguy, justement, c'est un projet que tu as mené il y a quelques mois de cela. C'était avant l'été, c'est ça? Oui, tout à fait, sur l'analyse verbatim. Voilà. Alors justement, sur ce projet-là, qu'est-ce qui a été à l'origine de se dire je vais utiliser l'IA générative, ou est-ce que c'est un éditeur qui te dit tiens voilà j'ai une solution, on va plutôt ajouter l'IA générative à l'IA classique? Raconte-nous un petit peu cette genèse-là et après bien sûr ce que ça apporte en plus et les résultats. Mais la genèse, en fait, c'est un projet chez nous qui est le projet Voix du client, qui est là pour accompagner une volonté d'entreprise de vraiment se tourner vers notre client, et on a un challenge d'améliorer notre Net Promoter Score. Voilà. Il y avait un travail d'amélioration, et donc il y a ce projet écoute de la voix du client, parce qu'on a un grand nombre d'enquêtes que l'on mène. On essaie d'industrialiser et on mène de plus en plus d'enquêtes. Ces enquêtes ont des questions fermées. OK, on peut faire de la data vis dessus. Et puis, un ensemble de questions ouvertes. Typiquement, si vous mettez une évaluation négative, on vous demande mais pourquoi, en quoi vous étiez insatisfait? On était un peu assis sur cette mine d'or dont on ne savait pas quoi faire. En fait, aujourd'hui, on pouvait très difficilement l'exploiter. Voilà, on en faisait pas beaucoup de choses, et on était bien conscient qu'on en avait besoin, parce que faire un plan d'action sans... Ok, les gens ne sont insatisfaits, mais si on n'arrive pas à avoir des éléments tangibles sur le pourquoi, du comment, c'est plus compliqué. Pour traduire ça dans un plan d'action, c'est bien ça l'objectif final. Donc on a d'abord commencé à s'adresser, en fait on a fait plusieurs recherches. On a une direction data et IA dans le groupe qui a travaillé avec du machine learning durant plusieurs mois. Et Ludovic Letor, qui mène ces directions, le disait très bien, on y arrive, mais c'était compliqué. Avec le machine learning, pour analyser ces verbatims, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est long, et qui donnait des résultats avec une fiabilité pas satisfaisante quand on les comparait à une analyse manuelle. Donc on a regardé à la fois, est-ce que des solutions sur le marché proposaient des solutions, et des pistes, et puis on a pris la piste plutôt de développer en interne de notre côté une solution, et effectivement, ça nous a permis d'expérimenter l'IA générative, et de faire en quelques semaines quelque chose qui a une fiabilité de l'ordre de 90%, voire plus, et donc de pouvoir le proposer au métier. Et donc ça, c'était un véritable facteur de succès. Mais je trouve qu'il ne faut pas oublier deux choses. C'est que le facteur de succès est lié à la force de l'IA générative, qui dans ce cas d'usage-là est parfaitement adapté. Mais la deuxième chose, c'est un peu un moteur. Mais avec un moteur, vous ne partez pas en vacances. Moi, j'ai besoin d'une voiture pour partir en vacances. Et finalement, il y a le moteur et tout ce qui a été fait autour. Et je trouve que la solution qui a été créé autour de cela, qui permet aux utilisateurs d'injecter leurs résultats, et demain ça sera fait de manière automatisée, et qui leur permet d'avoir une data vis pour analyser. C'est ce que disait François, l'objectif c'est que les gens maintenant passent leur temps à analyser les résultats pour pouvoir parcourir la catégorie, et tout aussi
voire plus importante que la performance pure de l'IA générative. Donc c'est vraiment les clés du succès, c'est et la pertinence de l'IA générative et sa capacité, et la capacité de mettre cela dans une solution qui répond aux besoins des utilisateurs, qui est user-friendly, pour qu'ils aient envie de l'utiliser et qu'ils puissent en exploiter pleinement les résultats. Les résultats qui étaient pour nous autour de la catégorisation, mettre les résultats, les verbatims, dans des catégories établies pour pouvoir comparer, mais aussi faire une analyse, qu'est-ce qu'il y a comme thème pour toi, et faire apparaître d'autres choses, et puis des analyses de tonalité et de sentiments aussi qui ressortent. Alors c'est quoi la grosse différence? Parce que l'IA classique, on a des catégories, des choses comme ça. L'IA générative, c'est quoi? C'est le requêtage, c'est de pouvoir avoir des clusters, enfin, des thématiques, c'est pour dire, tiens, dis-moi les clients qui ne sont pas contents de tel sujet. Quelle est la grosse différence? Parce que pour quelqu'un qui t'écoute, là, il va se dire, bon, c'est un petit peu la même chose, je ne vois pas la grosse différence. Eh bien, on pourrait dire que quelque part, ce que l'on fait avec l'IA générative, on pourrait le faire avec le machine learning. Peut-être, probablement dans ce cas-là, mais ça vous prendra beaucoup plus de temps et ça sera plus fermé. Le machine learning, c'est un algorithme qui va apprendre sur base d'un grand nombre de données pour définir ses propres règles et se dire, si ça dit ça, ça va dans telle catégorie. Ouais. Par contre, on sera plus dans des catégories fermées. Ce qui est intéressant dans l'IA générative, c'est que vous pouvez faire ce schéma-là, mais on peut aussi être beaucoup plus ouvert. Suggère-moi des catégories, suggère-moi des propositions. C'est intéressant, c'est quelque part fascinant, mais moi un jour j'ai échangé avec l'ingénieur qui faisait les prompts et je dis mais ces catégories ça veut dire ça? Il me dit mais en fait on ne sait pas trop. Ouais. Ça on ne sait pas trop. Ouais, c'est une boîte noire en fait. Il y a une partie de boîte noire, oui. Mais c'est vrai que ça ouvre des opportunités. Dis-moi, comme tu disais, les clients qui ne sont pas contents de la propreté, qui ne sont pas contents de l'amabilité. Est-ce que les clients qui sont en Bretagne sont plus contents que les gens qui sont dans le Nord, etc. Donc plus de précision, enfin plus de possibilités de filtrage et de manière beaucoup plus simple. De manière beaucoup plus simple et beaucoup plus de possibilités. Et au niveau coût, est-ce que c'est plus intéressant, moins intéressant? Alors là, vous l'avez fait une petite expérimentation en interne. Oui, c'est ça. Il y a un vrai côté FinOps qui va quand même apparaître avec l'IA générative. On n'en parle jamais, mais faut quand même savoir que dans l'IA générative, c'est lié aux prompts, les prompts sont liés aux tokens, bref, etc. etc. Vous ne payez pas à la réponse. Vous payez à la question et à la réponse. Attention. Et si on veut que la réponse soit précise, la question doit être assez complète. Donc il peut y avoir un aspect coût quand même. Là je n'ai pas en tête, donc je ne peux pas vous donner des éléments, mais il y a un véritable aspect coût. Et un deuxième coût dont on ne parle pas beaucoup dans l'IA générative, qui peut être potentiellement le coût écologique. Ouais. C'est quand même consommateur d'énergie et de force de calcul. Il faut entendu qu'une conversation avec ChatGPT, c'est l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Ouais. Voilà. Alors, la conclusion que tu pourrais donner, c'est est-ce qu'il faut l'IA générative, l'IA classique, les deux, pour ces analyses de verbatim? Mais la conclusion, qu'elle soit sur l'analyse de verbatim ou sur d'autres choses, c'est que c'est vrai qu'on va se dire l'IA générative, elle peut tout faire et c'est exact, parce que qui peut le plus peut le moins. Voilà, ça c'est une certitude. Et ça va ouvrir beaucoup de choses, mais c'est pas pour autant que parfois des solutions plus anciennes, et alors il n'y a pas de honte, l'objectif c'est de fournir un service aux clients et que nos clients soient satisfaits. Je pense que le client, que ce soit de l'IA générative, du machine learning ou autre chose, c'est le cadet de ses soucis. Lui, il veut sa réponse. Et il ne faut pas oublier, il ne faut pas hésiter, je pense, parfois à prendre des technologies anciennes, à faire ce qu'on peut appeler du low-tech, parce que dans certains cas, c'est pleinement pertinent et ça répond tout à fait aux besoins du client. Et je pense qu'à un moment, l'arbitre sera quand même l'arbitre économique, parce qu'on est dans des ordres de grandeur vraiment différents en termes de coût d'usage. Ouais, c'est vrai qu'on en reparlera tout à l'heure, mais vous avez mis en place du SVI visuel chez S2R Mondial, c'est-à-dire que quand les gens ils appellent, s'il y a un taux d'attente qui est trop long ou sur des thématiques, on leur dit attendez, soit vous allez recevoir un SMS pour traiter cette demande, ou si vous voulez, vous pouvez recevoir un SMS, et vous recevez un SMS, et c'est une interface web qui est optimisée, qui permet d'avoir la réponse. Et ça arrive à des taux de satisfaction qui sont proches d'un bot, proches d'un conseiller. On a eu un petit peu difficile à mesurer le taux de satisfaction. On l'a déduit, parce que quand je suivais la solution, par le taux d'usage de la solution. Parce que finalement, quand les gens l'utilisent, c'est que quelque part, ils y trouvent une forme de satisfaction. Sinon, ils abandonneraient. On n'est pas avec un fusil derrière eux, quand même. Et on avait des taux d'usage qui étaient assez importants, qui dépassaient largement la moitié, alors qu'on était dans une logique un petit peu directive à ce moment-là. La personne, quand elle appelle un service client, elle a un problème et elle veut une réponse. Quel que soit le moyen. Voilà. Elle ne veut pas de l'IA générative, c'est pas qu'elle ne veut ou qu'elle ne veut pas. Elle a un problème, elle veut une réponse.
Et là, en fait, grosso modo, 50% des demandes étaient automatisées grâce au process de SVI. Voilà, parce qu'aussi c'était ciblé sur certaines thématiques de demande de documents où, quoi qu'il en soit, la demande nécessite un traitement asynchrone. Donc on invitait à faire le dépôt de la demande de manière automatisée dans une interface digitale. Vous n'avez pas à attendre, vous n'avez pas de temps d'attente, vous le faites directement avec le SMS que vous avez reçu. Gain du côté du client. Moins de files d'attente, traitement d'une demande asynchrone qui est quand même plus économique qu'une demande en temps réel, intérêt du côté de l'entreprise. Ouais. Alors on va reparler des bots, des chatbots, callbots dans quelques secondes, et même de l'analyse de bases de connaissances avec l'IA. Mais avant, François, si on peut revenir sur quels sont les conseils que toi tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur des projets d'IA générative, parce que Tanguy a l'habitude, mais toi, quels sont à peu près tes conseils clés que tu aimerais donner ? Excellente question. Alors, je vais en donner 3. Je ne sais pas si c'est... voilà. Enfin, en tout cas, je pense que c'est les 3 qui me paraissent être pertinents. Aujourd'hui, il y a un aspect confiance. Alors, c'est un peu comme pour le self-service. Si on lance du self-service trop tôt, les clients l'essayent, ils y trouvent pas l'intérêt, ils ne vont pas y revenir. Donc, et du coup, tout le ROI derrière l'initiative, elle tombe à l'eau. Donc là, c'est pareil. Et c'est encore plus vrai parce que si on n'a pas confiance dans ce que l'IA générative va ressortir, que ce soit au niveau des employés ou des clients, vite fait, l'adoption va être très mauvaise et le ROI en général de ces technologies passe énormément par l'adoption. Donc, gros enjeu sur pas trop se précipiter, mais vraiment s'assurer de sécuriser la confiance qu'on peut avoir dans l'IA. Ouais, que ce ne soit pas déceptif, qu'on ait vraiment du ROI derrière et des résultats de qualité. Oui, exactement. Confiance d'un point de vue sécurité, d'un point de vue éthique, etc. Le deuxième point, c'est la partie conseiller. Donc, le conseiller, il va être très impacté par l'IA générative, dans le sens où il y a cette histoire d'adoption, c'est-à-dire que l'IA générative, si on veut que ça fonctionne, il faut que le conseiller l'adopte, ça ne le remplace pas, ça l'augmente, donc il faut que ce soit lui qui s'en saisisse et qui en tire tous les bénéfices. Donc il y a un vrai enjeu à sécuriser l'adoption. Donc, on parle souvent de conduite du changement et parfois ça paraît peut paraître flou, mais en fait, là, ici, c'est critique si on veut que ça fonctionne. Donc, il y a cet enjeu d'adoption. Donc, c'est un conseil de bien sécuriser cette adoption et l'utilisation de l'IA générative par les conseillers. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu des compétences. C'est-à-dire que quand on va mettre un tel outil, il y a c'est un outil qui va devoir évoluer, c'est un peu comme un produit. Et c'est un peu le tort qu'on avait aussi avec le self-service, si je continue le parallèle, c'est qu'on a tendance à penser qu'une fois que l'outil est livré, ça y est, c'est bon, on peut passer à autre chose. Mais non, faut que ça évolue. Et donc, qui va le faire évoluer? L'IA générative, ça nécessite d'être évolué en interne, de plus en plus par les directions métiers. Donc, il faut faire monter en compétence les directions métiers sur ce sujet. Donc ça, c'est un enjeu fort. Et le troisième sujet au niveau des employés, c'est l'impact. Une personne du Boson Project le parlait très bien dans l'étude qui vient de sortir, c'est si on arrive effectivement enfin à avoir des conseillers qui vont traiter que des cas complexes et que tous les cas simples sont gérés par l'IA, ça veut dire qu'on va avoir des conseillers qui vont avoir une dépense d'énergie colossale durant toute la journée. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas leur demander de traiter des cas compliqués après cas compliqués. Donc, il faut aussi qu'on se repose la question de comment on réorganise le travail des conseillers face à une complexité accrue des cas. Et c'est qu'un exemple de l'impact sur la vie des conseillers avec l'IA. Et enfin, le dernier conseil, c'est tourne autour de l'organisation. On voit des opportunités de se transformer, notamment parce que comme l'IA est là pour aider le conseiller, finalement, on se rend compte qu'il peut traiter beaucoup plus de choses que ce qu'il traitait auparavant. Avant, il allait traiter que du recouvrement, que de niveau 1, que des réclamations. Demain, potentiellement, il peut traiter tous les problèmes du client. Qui dit qu'il peut traiter tous les problèmes du client, c'est-à-dire que potentiellement, on pourrait imaginer certaines formes que des organisations assez avancées ont mis en place, c'est-à-dire un groupe de conseillers qui vont adresser uniquement un pool de clients. Et c'est-à-dire que le client, quand il appelle, il aura une chance sur 10 de toujours tomber sur le même conseiller. Et si ce n'est pas le cas, il y aura toujours le collègue qui est au courant qui sera à côté. Et donc, on va avoir une capacité de traiter les demandes du client et les multi-demandes beaucoup plus facilement. D'accord. Et c'est vrai que cette personnalisation sera beaucoup plus dans l'air du temps. On aura plus de valeur au conseiller et sa valeur ajoutée, ça sera le relationnel, l'avoir tout le temps la personne, la connaissance du la personnalisation, un traitement beaucoup plus efficace et exactement comme tu as dit. Alors justement, là, on arrive à un bon sujet, c'est le chatbot. Est-ce que c'est le collègue idéal des conseillers du centre de contact? Et là, on parle beaucoup de chatbot en IA générative. Quelles sont les différences justement avec l'IA classique? Est-ce qu'on laisse tomber l'IA classique? L'IA classique, c'est avec la reconnaissance de mots-clés, les boutons et tout ça. Et on passe en fait à l'IA générative où là, il y a vraiment une connaissance du contexte avec une base qui vient en fait de FAQ, qui vient de PDF, qui vient d'email, etc. Alors, quelle est la différence entre justement un projet chatbot IA classique, IA générative? Quel est ROI? Quelle bonne pratique?
Alors, c'est une vraie question, parce que dès qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, on est toujours tout fou, et on a tendance on a toujours un cycle très classique à surestimer la nouvelle technologie qui arrive et à vouer aux gémonies l'ancienne technologie qu'on utilisait, parce qu'on l'a éprouvée et on a vu ses limites, alors que la nouvelle, on est encore beaucoup dans une phase de promesse. Donc attention un peu à ce biais cognitif que l'on a. Est-ce qu'il y aura une différence dans l'engagement et dans le temps nécessaire entre un chatbot à l'IA classique et un chatbot à l'IA générative? Alors, c'est quoi un chatbot classique? Vous savez, les fameux bouts, les mauvais chatbots qui ne comprennent jamais rien. Voilà, ceux-là. Ce sont des chatbots qui ont une compréhension du langage naturel pour comprendre l'intention, souvent basés sur du machine learning, parfois basés sur du neurolinguistique. Ça marche bien aussi. Et après, avec des parcours qui sont des parcours scénarisés. Dans cette chatbot-là, on passe un temps significatif à concevoir le chatbot parce qu'il faut, au-delà de la compréhension du langage naturel, il faut scénariser les différents cas. Et ça prenait un certain temps. Ça avait l'avantage de sécuriser la réponse. On est certain de ce qu'il va dire. Dans tous les cas, il va dire ça. Voilà, un jour, moi, j'ai une de mes responsables qui, à juste titre, m'a interpellé en disant « Pourquoi il a dit ça ?» On était dans un chatbot scénarisé. Je peux parfaitement l'expliquer. Donc, on passait pas mal de temps à scénariser. Et puis, trop peu de temps à superviser. Hein. On tombe souvent dans le piège de ce que tu disais, François, tout à l'heure. On l'a lancé et après... On a lancé, c'est une machine, donc ça tourne tout seul. Ben non, il faut le superviser, à la fois pour éviter que ça dérive, parce qu'on ne peut pas penser à tout. Et c'était ça, un des facteurs de frustration des bots d'avant, si je peux parler comme ça maintenant, c'est que si on ne rentrait pas dans le scénario, ben, il disait « je ne vous ai pas compris ». Parce que c'est plus facile de dire « je ne vous ai pas compris » que de dire « ton attention n'est pas fiable avec un taux de machin chouette et tout ». C'est un peu trop long, donc on dit « j'ai pas compris ». Voilà. Donc, un certain temps de préparation et moins de temps de supervision. Maintenant qu'on va passer avec de l'IA générative, il va falloir un peu prompter cela. C'est définir un cadre, définir un rôle, définir un objectif, définir des limites. C'est quand même beaucoup plus rapide que définir what 1000 scénarios. Et en plus, ça ouvre à beaucoup plus de perspectives. Moins de temps de préparation. Par contre, attention au phénomène de la boîte noire. Est-ce qu'il comprend bien? Est-ce que cette phrase-là, pourquoi c'était l'intention? Est-ce que la politesse est bien prise en compte? Est-ce qu'il réagit correctement par rapport à un client qui commence par dire « Bonjour, comment vas-tu » Ou est-ce que là, il part dans quelque chose qui n'est plus en phase avec l'image que veut donner l'entreprise? Donc, plus de temps de supervision. J'ai envie de dire, au total, vous allez avoir le même temps. Mais là, vous aviez avant plus de temps de préparation et de conception. Vous aurez demain plus de temps de supervision. Mais aussi, vous vous ouvrez des champs du possible qui sont incroyablement plus grands. Et vraiment, il ne faut pas délaisser ce temps de supervision, parce que voilà, cet atelier a comme titre, est-ce que c'est le collègue qui ne prend jamais de pause? Mais oui, un chatbot, une solution conversationnelle, c'est un collègue qui ne prend jamais de pause, qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui peut instantanément prendre 10 000 appels en simultané. Et donc, c'est le premier collègue, c'est celui qui est parfois le plus visible dans l'entreprise. Est-ce que si vous aviez des collègues qui prennent 10 000 appels, vous n'allez jamais les superviser, jamais faire de double écoute? Non. Ben, faites la même chose avec un chatbot. Ouais. Comment on fait pour être sûr que ce soit la bonne réponse? Tu as dit, c'est un effet boîte noire. Il peut très bien remplir sa mission au début, puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi ça dérive. Comment tu peux être sûr que c'est les bonnes réponses? Il faut vérifier les conversations. Tu fais du picking. Comment tu fais? Eh bien, j'ai posé la question à quelqu'un du Hub Institute qui m'a dit « Ah non, moi je garde un esprit critique ». C'était il y a quelques temps. D'accord, donc tu vérifies chaque réponse. Ben non, donc tu lui fais confiance. Ah non, je garde un esprit critique, et ainsi de suite. On s'est un petit peu amusé. Déplacement de la confiance. On a confiance dans la réponse parce qu'on a confiance dans la qualité du prompt que j'ai créé en amont. Voilà. Mais il ne peut pas tout prévoir, le prompt en amont. Mais le prompt ne peut pas. Et surtout, la base de connaissances peut être mauvaise. On l'a vu souvent avec l'IA générative, comme tu le disais, l'IA classique, on avait des questions de réponse, c'était formalisé, et on changeait la réponse, et c'était bon. Là, avec l'IA générative, tu lui donnes une nouvelle URL, mais comment tu peux être sûr qu'il oublie bien l'ancienne, et qu'il prenne bien la nouvelle, et qu'il ne fasse pas un retour en arrière quelque part? Ou alors, est-ce qu'on a bien pensé à le mettre à jour? Eh bien, je suis bien en difficulté de répondre sur comment être sûr, parce qu'à ce stade, je pense qu'on ne peut pas être sûr. Il faut combiner un ensemble de choses. Oui, il y a la qualité du prompt, il y a la vérification. Oui, il y a de la supervision avec probablement du picking. On échange avec des collègues en se disant, est-ce qu'il n'y a pas demain des sortes de bases de tests
qui devront passer régulièrement. On balance des conversations qui sont un peu nos conversations étalons pour s'assurer que celles-là, sur certains sujets critiques, répondent de manière correcte. Mais c'est un véritable challenge. On ne scénarise plus. Donc le chemin des possibles, l'amplitude des possibles grandit. Et inversement, on ne peut plus... j'ai lu quelqu'un qui me dit, moi je te garantis à 100% la réponse. Dans chaque cas, c'est compliqué. Hein. Le « je ne sais pas », c'est passionnant. Avant, on traquait les bots qui disaient « je ne sais pas ». Parce qu'il ne fallait absolument pas qu'ils disent « je ne sais pas, je n'ai pas compris ». Avec de l'IA générative, c'est un challenge qui vous dise « je ne sais pas » quand il doit le dire. Il va répondre coûte que coûte. Il est fait pour répondre coûte que coûte. Donc on va devoir remettre du « je ne sais pas ». Alors justement, est-ce que ces bots-là sont meilleurs? Parce qu'on a dit, tu viens de le dire, les bots à l'ancienne, c'était pas bien. Est-ce que vraiment ce bot nouveau, il est meilleur? Et comment on fait pour éviter qu'il soit trop déceptif? Parce que les études qu'on voit, qu'on mène, comme avec élu service client d'année, on est quand même aux alentours de 50% de satisfaction. On peut grimper lorsqu'on a conçu un bot qui est un peu plus cadré. Comment on fait pour faire un bot qui n'est pas déceptif, justement? Alors, il faut reconnaître qu'il y a de la déception derrière le bot. Après, il ne faut pas demander à la technologie de porter ce qui ne relève pas. C'est la première chose, finalement. Les gens, ils viennent pour avoir une question, et puis parfois, ils sont déçus. Ils sont aussi déçus parce que parfois, le service n'est pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Ils souhaitent être livrés en 2 jours, eh bien non, ils seront livrés en 3 mois. Ils souhaitaient pouvoir déposer leur colis dans un point relais colis, ce n'est pas possible, c'est uniquement ceci, uniquement cela. Donc, si le service rendu n'est pas bon ou n'est pas celui qui est en attente du client, vous pouvez mettre le meilleur des chatbots, vous n'aurez pas de satisfaction. Je discutais avec une collègue qui avait discuté avec un chatbot, elle était furieuse, mais c'est pas parce que le chatbot a mal répondu, c'est parce que c'était pour un remboursement de billets d'avion, et elle estimait légitime qu'elle ne soit pas remboursée, peut-être à juste titre, mais donc à un moment, si votre service n'est pas bon, le chatbot ne va pas rendre le service bon. Oui. On ne doit pas faire l'économie de l'amélioration de nos services parce que l'on met en place des solutions conversationnelles ou autres. Donc c'est la première chose. Là, c'est la meilleure façon d'avoir une satisfaction du chatbot, c'est d'avoir un service qui est un service satisfaisant. Après, il y a une deuxième chose. On rentre dans la frontière avec la technologie. C'est que quelque part, un chatbot, il va offrir un service. Et il y a un peu un triptyque qu'il faut toujours dans les solutions conversationnelles avoir à l'esprit, c'est quel est le service que je veux fournir au client? Est-ce que ma solution dispose des données et de l'information et de l'entraînement nécessaires pour répondre à ce service? Je veux une réponse personnalisée, je dois être connecté aux données personnalisées, et ainsi de suite. Et est-ce que l'endroit où je mets ce service à disposition de mes clients est cohérent de façon à ce que l'attente que va projeter, le service que va projeter le client est celui que fournit vraiment la solution. Si vous mettez un chatbot sur la première page de votre site web, attendez-vous à ce qu'il doive répondre à l'ensemble des sujets portés par votre service web. C'est une deuxième cause de déception. Parce que finalement, il y a une inadéquation entre l'endroit où on offre le service avec le service projeté par le client, le service réellement offert et la formation qu'il a derrière. Et puis il y a une troisième chose où là peut-être l'IA générative peut apporter quelque chose par rapport au scénario qui soit un peu déceptif, c'est qu'on mène une conversation, mais on est entre nous. On est des magiciens, on est des illusionnistes, c'est-à-dire on donne l'illusion de la conversation. Non, même pas une conversation, c'est un programme informatique. On donne l'illusion de la conversation. On va simuler, on est des grands simulateurs, on va simuler la compréhension, on va simuler les émotions, mais tout ça c'est du fake, c'est de la simulation. Et parfois, est-ce qu'on n'est pas déçu? Est-ce que vous n'êtes pas arrivé d'échanger avec une machine et un peu vous êtes pris au jeu, d'y avoir cru? Et puis à un moment, boum, on réalise que c'est une machine parce qu'il y a un décalage, il y a quelque chose qui est inadéquat. Et la déception, elle vient aussi de là. Elle vient du fait de finalement, putain, merde, je me suis fait avoir, quoi. Je me suis fait avoir. Ou alors on avait des attentes trop fortes et finalement, la machine n'est pas capable de faire plus qu'une machine. Et finalement, la machine n'est pas capable de faire... La conversation s'arrête. Et on peut être déçu que la conversation s'arrête. Et ça, avec l'IA générative, je pense que ça va changer quelque chose dans deux sens. L'IA générative, comme c'est pas scénarisé, c'est incroyablement plus fluide, ça répond aux objections, il y a une prise en compte du contexte avec les technologies, les transformers, qui est incroyablement plus grande. Enfin, quand on discute avec ChatGPT, c'est bluffant. Il se souvient de ce qui a été dit 10 minutes avant. Quand on revient 2 jours après, il s'en souvient. Donc il y a cette prise de contexte qui fait que on peut aller beaucoup plus loin dans l'illusion, dans la simulation, mais donc l'attente client va augmenter.
D'accord. Il faudra être au rendez-vous. Alors justement, là tu parlais des chatbots IA classiques, IA générative. L'IA classique, nous quand on menait ce genre de projet-là à l'époque, c'était entre 1 et 3 mois de projet, plus du suivi. Avec l'IA générative, quel est ton retour d'expérience sur le sujet? Pas encore trop de retour d'expérience. Qu'on avait essayé quelques petites choses en interne, on est dans la semaine de la préparation. Attendez, on sait ce qu'on veut faire. On sait quel service on veut fournir. Quelle est la typologie de la réponse qu'il doit faire. Hein. Ça, c'est indépendant de la solution. La mise en œuvre va être très rapide. Mais par contre, c'est de la supervision et c'est du test et c'est du test. Oui, on ira plus vite globalement dans le MVP, dans la première mise en production. Mais je plaide vraiment maintenant pour qu'on ne tombe pas dans le piège du « Oh, c'est génial maintenant avec l'IA générative, ça c'est fait en 10 jours. » Et après, je prépare ma valise et je pars en vacances. On a le droit de partir en vacances. Hein. Alors là, vous êtes en train de travailler sur un nouveau projet qui est en fait la base de connaissances boostée à l'IA. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'IA générative, bien entendu, quel est en fait l'intérêt, quelles sont les différences et un retour d'expérience sur ce sujet? Alors, c'est vraiment de l'expérience, autour d'expérience, mais c'est vraiment au sens de l'expérience, c'est quelque chose qu'on expérimente, c'est un vrai sujet que l'on a, qui touche beaucoup la relation client, c'est-à-dire qu'on a des bases de connaissances sur certains formalismes, c'est clé que les collaborateurs répondent de manière correcte, on doit pouvoir le fiabiliser, il y a tout un enjeu aussi de monter en compétences, donc ça rejoint de nombreuses choses, et pour que ça marche, tout ça doit être maintenu et très vite, ça devient très lourd et très compliqué à maintenir, et donc on s'est dit, génial, il y a l'IA générative. On va demander à l'IA générative, elle va trouver les réponses. Et donc, on a fait quelques essais. Donc, on a pris un processus donné, qui est celui d'une souscription d'un contrat, etc. On a levé quelques contraintes techniques d'accès technologique à certains formalismes. Mais la contrainte d'aujourd'hui n'est pas celle de dans 2 mois plus tard. Hein. Ça va tellement vite, ces choses-là. Donc, toutes ces contraintes-là sont en train de lever. Donc, on a fait des copier-coller dans Word. Et puis après, on a testé l'interrogation. Ouais. Et donc, il y avait combien de documents, de pages? Non, c'était 3-4 pages. C'est 3-4 pages. Oui, oh, ça va, 3-4 pages. 3-4 pages. Par contre, c'était plein de sous-cas. Hein. Alors, ça dépend de ça, puis de ça, et puis de ça, et puis de ça, et puis de ça. Et moi, ça m'intéressait de voir comment est-ce qu'un bot va pouvoir interroger. Parce qu'on voit beaucoup de bots, on pose une question, il fournit une réponse. Est-ce que je peux avoir un bot qui pose une question, mais qui m'en repose lui une autre, à qui je pose une question, pardon, et qui m'en repose une autre en disant, oula, ça dépend, mon ami. Est-ce que c'est, quel est l'âge du capitaine, dans quel département il appartient, il habite, etc., etc. Ça, on est encore un petit peu difficile à le faire. Et à la fois, c'était, quand on testait ça avec une collègue, c'était le véritable yo-yo émotionnel. C'est-à-dire, on pose la question, waouh, putain, ça répond, quoi. C'est exactement le bon truc. C'était exactement le bon truc. Donc, on pose une question juste à côté, baf, il va complètement à côté, quoi, complètement à côté de la plaque. Et en fait, on a vu que cette maîtrise est encore très compliquée. Alors, on a essayé de commencer à creuser. On a vu que quelque part, pour que le document soit aussi bien exploitable par de l'IA générative, et quand j'ai discuté avec des collègues et plein de grosses sociétés extérieures, ils me disaient, le formalisme du document impacte la qualité que va avoir votre moteur d'IA générative pour l'interroger. Par exemple, on avait des numéros de département. Il y en a un qui me disait, mets-le plutôt sur la forme d'un tableau avec 2 colonnes. La première colonne, le numéro de département, avec le libellé département dans la colonne. Comme ça, l'IA générative peut l'interpréter. Comme tu l'as mis dans le texte, c'est beaucoup plus difficile à interpréter. Une liste à puces, c'est moins clair qu'un tableau qui est très cartésien. Voilà, c'est ça. Et donc, on a demandé dernièrement à GPT, donne-moi des conseils de rédaction d'un document pour que tu puisses facilement l'interpréter. Ouais, donc réponse, écrire peut-être les départements en nom et pas en numéro ou des choses comme ça. Peut-être écrire les départements en nom et pas en numéro. Et donc, voilà, le rêve un peu, c'est je donne n'importe quel document, il est capable de tout traiter. Ok. Mais peut-être qu'il va falloir apprendre à écrire pour un formalisme qui est plus facile à interpréter par l'IA générative, mais encore faut-il aussi que ça soit toujours facile à maintenir, etc., etc. Ok. Alors on va bientôt passer à la session de questions-réponses et on fera gagner un livre dans quelques secondes. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que vous souhaiteriez partager sur les innovations, parce que tu as beaucoup travaillé sur la partie chatbot, sur la partie callbot aussi, SVI visuel, analyse. Est-ce que tu as des informations ou des idées ou des conseils à nous faire passer justement sur comment on doit se lancer? Est-ce qu'on doit, comme le disait François, lancer un POC, se lancer maintenant? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui dit « Ok, je suis dans la relation client, je dois mettre quelque chose en place ». Quel serait ton conseil majeur? Mais moi, je dirais qu'il faut y aller. Il faut y aller parce que le train n'attend pas. Hein. La technologie ne va pas s'arrêter à un moment. On ne peut pas se dire
Mais j'attends que ça se calme parce qu'à un moment, la terre va arrêter de tourner, l'eau va arrêter de couler sous les ponts. Ça, c'est pas exact. Et quand on s'y met, il faut toujours se nourrir des expériences passées. Moi, quand je réfléchis à des bots autour de l'IA générative, je me nourris pleinement des bots qu'on faisait avant de manière scénarisée. Parce que tout ça, c'est un continuum. Il faut vraiment y aller. Nous, on commence de manière plus prudente et peut-être de manière plus sage en faisant des cas d'usage à destination de nos collaborateurs. Ouais. L'analyse des verbatim, le travail sur quality monitoring pour avoir du collaborateur augmenté et du collaborateur amélioré. Ça peut être un premier cas d'usage. Je trouve que les solutions qui sont aujourd'hui exposées pleinement aux clients, je ne sais pas, il faut bien travailler sa maturité et sa maîtrise avant d'y aller. Mais le domaine du plaisir est énorme. Et toi, François, quel conseil tu donnerais? Donc, se lancer, on a bien compris. Essayer de trouver peut-être des cas héroïstes immédiats, des petites quick wins. Qu'est-ce que c'est du chatbot? Tu dirais, tiens, ce qui est intéressant, c'est du chatbot. Ensuite, peut-être du callbot ou de la transcription. Quelle serait un petit peu ta préconisation? Je sais que chaque entreprise est différente, mais... Ouais, c'est pas une question simple, pour être honnête. Parce que, effectivement, comme l'a dit Tanguy, mettre en face du client l'IA générative, c'est quand même très risqué. On l'a vu, il y a eu un grand événement planétaire il n'y a pas longtemps, et justement, on avait mis un chatbot appuyé par l'IA générative, et c'était un sacré travail de justement essayer de cadrer ses réponses. Et puis, trop cadré, on perd aussi l'intérêt qu'il y a derrière l'IA générative. Donc, c'est pas, je rejoins tout à fait Tanguy, et c'est ce qu'on retrouve aussi chez nos clients. On va plutôt se focaliser sur le conseil augmenté, l'efficacité opérationnelle, et mettre l'IA générative en front de client, c'est pas forcément la priorité. Pas pour tous en tout cas. Après, la démarche, oui, en général, nous, on préconise toujours d'avoir une démarche héroïste. Alors, c'est délicat parce qu'il y a aussi une approche qui est de dire j'investis de l'argent et je vois. Non, mais c'est là que ça peut prendre du temps. Et parfois, comme exactement vient de dire Tanguy, on dit mais non, il faut y aller là. Les autres ils y sont, donc nous on y va. Et parfois c'est justifié quand on voit que tout le marché passe au conseil augmenté. Il y a sans doute une bonne raison, donc on va pas faire le même exercice que tout le monde. Donc c'est pas toujours simple de se dire est-ce qu'il faut toujours faire le travail de c'est quoi notre stratégie, de quel cas d'usage on a besoin. Est-ce il faut prioriser en fonction du ROI. Donc ça c'est sain à faire, mais c'est un peu la voie royale, mais c'est pas forcément toujours la voie la plus intelligente, quoi. Il faut savoir le juger. Et puis derrière, on recommande quand même toujours d'avoir une approche ROI, parce que même si on sait qu'il y a de la valeur, l'avantage de construire un business case, c'est comment on sait pourquoi on le fait. Le projet, il va maturer, il va avancer, et parfois on se retrouve avec des projets, on dit mais pourquoi on le fait ce projet? Enfin, on a un autre projet l'année dernière qui est super intéressant, est-ce que celui-là est vraiment plus intéressant? Et en fait, on se souvient plus pourquoi on voulait faire ce projet. Donc au moins faire cet effort de se dire quels bénéfices on va chercher, quels sont les grosses mailles, les bénéfices quantifiés qu'on va vouloir. C'est quand même important. D'accord. Alors Chantal va nous donner la question pour gagner le livre, donc n'oubliez pas, vous mettez dans le chat votre nom de famille et votre prénom. Alors Chantal, c'est quoi la question? Le nom de famille suffira, le prénom je le vois déjà. Alors la question pour cette session, c'est quel est le nom du podcast de Tanguy Vincent? On vous l'a donné au tout début. Alors il y a bot dedans. Ouais, il y a bot dedans. Et pour ce qui est des questions en attendant les réponses, il y en a quelques-unes, donc j'essaye de les regrouper en deux pôles principaux. Le premier est relatif évidemment au coût, avec quel serait le coût de mise en place d'un chatbot avec IA générative et quel serait le temps de test idéal. Il y a aussi cette notion de délai de temps d'apprentissage, donc ça c'est Alison qui posait la question. Et une autre type de question qui a trait à la sécurité des données, puisque l'IA brasse un grand nombre de données. On est en France, c'est assez réglementé, mais nos données ne restent pas forcément en France. Donc voilà, les deux types de grandes questions. Allez, commençons par la sécurité, puis ensuite on verra le temps de test. Oui. Sécurité pour qui? Je vais prendre la balle au bron, et après je te la rendrai. Non, c'est un sujet clé. Alors nous, du côté de la G2R La Mondiale, on a contractualisé avec Sens, qui est une joint venture avec Thales, je pense. Où pour nous c'était vraiment clé. C'est-à-dire qu'on ne fait rien tant qu'on ne peut pas sécuriser la donnée et garantir que la donnée reste effectivement en France et qu'on est pleinement conforme au RGPD. Ceci étant, il existe maintenant plusieurs solutions, plusieurs éditeurs qui ont des couches de sécurisation qui font que
quand la donnée est envoyée au moteur de LLM, non seulement elle n'est pas stockée, elle ne sert pas à l'apprentissage, mais elle est aussi nettoyée, elle est totalement anonymisée au début, et puis après ils remettent les données personnelles dedans. Quelque part, on enlève la donnée personnelle en mettant des clés, c'est envoyé au LLM, et puis quand ça revient, on remet la donnée dedans pour avoir une réponse personnalisée. Parce qu'il faut bien que la réponse, elle reste personnalisée. Donc c'est quand même un point qui est un point clé. Attention aussi quand même à la sécurité qui est liée à celle des acteurs en cascade. C'est-à-dire, si votre acteur est en France, est-ce qu'il utilise bien des modèles qui, eux, respectent pleinement les données? Parce que sinon, vous pouvez avoir un sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant qui, lui, a une faille et c'est par là que le problème arrive. Ok. Et sur le temps d'apprentissage, après, derrière, et le suivi en toute transparence, pour moi, c'est un petit peu tôt pour le dire maintenant, mais j'aurais dit que du côté de l'IA générative, il n'y a pas trop de temps d'apprentissage. Parce que les moteurs LLM, ils ont fait leur apprentissage avant et ça fonctionne directement. Donc il n'y a pas de... Ok, vous allez avoir un temps pour construire votre prompt. Après, nous, quand on met en place un projet, on dit toujours qu'il y a du suivi ultra fin durant 1 ou 2 mois. Du suivi ultra fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire, grosso modo, on n'est pas très loin de regarder l'ensemble des conversations. Ça dépend de la volumétrie, hein. Si vous êtes sur 200 000, c'est impossible. Hein. Mais c'est vraiment, là, on parle de temps plein de supervision. Il faut bien le compter en 1, 2, 3 mois. Tout dépend de la criticité du sujet que vous avez et de votre tolérance à l'erreur ou à la discussion qui diverge. D'accord. Alors Chantal, tu aurais une autre question, et ça sera sans doute la dernière ou l'avant-dernière, et le gagnant ou la gagnante du... Alors, il y en avait pas mal. Je vais prendre celle de Béatrice. Recommanderiez-vous de démarrer et tester un chatbot IA génératif plutôt en interne auprès des collaborateurs ou une cible client, ambassadeur, testeur? Ah, entre les deux. Moi, rapidement, j'ai une conviction là-dessus. Alors après, je ne sais pas si c'est forcément partagé, mais je pense qu'il y a un risque lié à mettre un chatbot en face de clients. Et donc, il y a cet aspect de sécurité qui nécessite de prendre du temps, en fait, de s'assurer qu'on maîtrise ce chatbot. Et on a eu l'expérience, on l'a vu. Et donc, voilà. Et en parallèle, je dirais plutôt qu'il faut plutôt se focaliser sur les collaborateurs, parce que là, au moins, on gère beaucoup mieux le risque. On gère beaucoup mieux aussi les données qui sont mises à disposition des collaborateurs et on peut leur faire confiance sur l'esprit critique, sur ce qu'on peut utiliser ou pas utiliser. Et on a effectivement des gains opérationnels tellement importants avec le conseil augmenté qu'au moins avec le collaborateur, on sécurise, on va dire, déjà des premiers gains. Après, pour l'IA générative facing client, il faut être prudent. Et donc, on peut le paralléliser, mais il faut vraiment prendre le temps de ne pas dire de bêtises. On l'a vu je crois que c'était une compagnie aérienne qui a mis un chatbot un peu trop vite au Canada face à un client, qui lui a dit oui, t'es assuré, tu peux. Enfin, je crois qu'il y a une histoire de remboursement, alors que pas du tout. La politique du monde nous disait qu'il ne pouvait pas être remboursé. Et la justice a tranché en disant puisque votre chatbot a dit que vous pouviez être remboursé, vous allez rembourser le client. Donc voilà, il y a des enjeux très forts à mettre l'IA générative face aux clients. On veut tous développer le self-service, mais ça nécessite d'être très très bien encadré. Et donc il faut prendre peut-être un peu plus de temps qu'au niveau des collaborateurs. Alors, si tu peux nous donner le ou la gagnante, et peut-être une mini-question, on a 1 minute chrono, je crois qu'on a... Quoique, si ça dure 1 minute, on prend la question, mais pas plus. Il faudrait que j'arrive à en trouver une où la réponse soit rapide, c'est pas forcément le cas. Alors, je vais déjà donner la gagnante qui est Déborah Braquemont. Bravo Déborah. Bravo Déborah. Et puis pour les autres, rendez-vous dans 1 heure pour une nouvelle chance de gagner le livre de Mark Van Riemenent. Et en question, alors je ne sais pas si vous pourrez le faire très rapidement, est-ce que vous pouvez donner des exemples d'entreprises qui ont bâti des IA chatbots effectives? IKKS a fait un chatbot avant-vente de présentation de ses produits, je pense, avec de l'IA générative. Ok, c'était très rapide. Merci à tous les deux. Je vous propose maintenant de passer à la prochaine session. On va parler d'insatisfaction cachée, comment la détecter. Et pour cela, on aura le MIN de Nantes, le marché international de Nantes, et on sera accompagné de la maison du client. Donc à tout de suite.